laisser parler les gens à l'occasion de cette journée internationale des droits de la femme. Comme vous le savez, depuis chaque année, eh bien, cet événement est célébré dans le monde. Et pour 2016, ça tombe très bien, le thème international retenu, c'est 50-50 d'ici 2030. Franchissons le pas pour l'égalité des sexes. Alors, docteur Choucha Etchoko, je l'ai dit, vous êtes gastro-entérologue, présidente honoraire de l'Union des femmes africaines. Vous y croyez vraiment à cette égalité? Et surtout l'objectif qui a été fixé, 50-50 pour y parvenir? Je crois à l'égalité, oui. Mais 50-50, oui. Mais quand? Mais dans les faits, on se rend bien compte que c'est un peu compliqué. Dans les faits, c'est un peu compliqué et c'est fort compliqué, en ce sens que nous avons un plafond de verre. Donc, même si on donne la possibilité aux filles d'étudier, d'avoir des formations pour pouvoir accéder à la profession, on se rend compte qu'à un moment donné, arrivé à un certain niveau de formation ou bien de travail, elles ne savent pas aller plus loin. Et donc, les 50%, oui, mais ça doit être 50-50 à tous les niveaux. Mais quand vous dites qu'elles ne savent pas aller plus loin, concrètement, qu'est-ce qui les en empêche? Mais justement, comme on a dit tout à l'heure, il y a cet esprit, cette culture de notre société, de nos communautés respectives, qui fait que la petite fille, la jeune femme, se sent toujours dans une situation d'infériorité. Même à bagage égal, elles se sentent toujours en situation d'infériorité par rapport aux hommes. Et par conséquent, elles ne se donnent pas toujours les moyens de pouvoir se développer pleinement et s'épanouir pleinement dans la société, sur son lieu de travail. Alors, Latifa Idbala, je n'ose pas vous demander s'il y a une recette miracle pour y parvenir, mais j'imagine que vous avez votre petite idée. On a évoqué effectivement la barrière culturelle. Vous parliez justement, notamment au Burundi, le fait qu'on disait qu'une femme, c'était, avec son diplôme, c'est un homme. Oui. Plus elle est instruite et moins elle a de chances de trouver un homme. Je ne sais pas si c'est le cas aussi au Maroc. En tout cas, je vous laisse réagir sur ce qui a été dit précédemment. Moi, j'ai envie de revenir sur le 50-50. Je serais plutôt pour un 51-52, 49-48. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que la population féminine à travers le monde est de 51%, 52% et pas de 50%. Donc, je dirais que l'objectif à atteindre est plutôt celui-ci. Cela dit, il y a évidemment, notamment au Maroc, mais dans le monde arabe, des femmes extraordinaires, des femmes qui sont courageuses. Et grâce à ces femmes, les choses ont beaucoup évolué en tout cas au Maroc, au cours de la décennie précédente. Notamment, je vais vous donner quelques exemples concernant. On a parlé du statut personnel de la femme. Vous disiez tout à l'heure qu'au Burundi, les femmes ne pouvaient pas hériter. Au Maroc, aujourd'hui, il y a un combat. Alors, les femmes peuvent hériter, mais de manière inégale. C'est toute une histoire. Quand on est sœur, frère, c'est un quart, un demi. Enfin bref, c'est très compliqué, mais elles peuvent hériter. Il y a beaucoup de fractions. Il y a beaucoup de fractions, effectivement. Mais aujourd'hui, elles se battent pour obtenir l'égalité pleine et entière, l'égalité complète. Alors évidemment, vous avez tout un pan religieux, etc. Mais non, c'est tout à fait contraire à la religion. Je ne sais pas où ils ont été trouvés, mais enfin bon, manifestement, ils donnent... donc au-delà de la culture, il y a aussi l'aspect religion. Et donc là, il y a aussi tout un combat, parce que évidemment, quand la population est majoritairement musulmane, et les gens se disent, enfin, est-ce que je dois aller contre ma propre religion? Donc c'est vraiment quelque chose de schizophrénique. Il y a la pression sociale, la pression religieuse. Mais ce que je trouve extraordinaire, c'est que ces femmes au Maroc, elles se battent. Donc elles vont au-delà de tous ces principes. Et c'est fondamental, parce que c'est vraiment comme ça qu'on peut constater qu'au Maroc, il y a des avancées extraordinaires. Et parfois, je suis un petit peu surprise de voir que les femmes belgo-marocaines, finalement, ne se battent pas autant que les femmes marocaines dans les pays d'origine, où là, il y a une véritable évolution. Les femmes au Maroc ne se battent pas pour porter le foulard, par exemple. Contrairement à ce qu'on peut voir ici. Et donc c'est assez curieux. Alors évidemment, vous me direz qu'ici il y a d'autres problèmes, et probablement qu'il y a cette crise aussi identitaire qui n'existe pas dans le pays d'origine, puisqu'il y a une évolution naturelle des choses, et les combats féminins sont aussi portés par les hommes. Et donc ça aussi, il y a une grande différence au sein en tout cas de la communauté marocaine par rapport à ça. Et je constate qu'on les retrouve dans toutes les couches sociales, on les retrouve à tous les postes. Il y a des femmes ministres, il y a des femmes pilotes, il y a des femmes médecins, et ça ne, au contraire, il y a une véritable mixité, et même dans les endroits les plus reculés du pays. Contrairement à ce qu'on peut voir ici, où certains revendiquent une absence de mixité, alors que dans les pays d'origine, la mixité, elle est totale. Alors, Awa Sensar, est-ce qu'on peut tout avoir? Je m'explique. On a évoqué tout à l'heure le fait qu'une femme qui était très instruite prenait le risque de se retrouver toute seule affectivement.
Mais d'un autre côté, on se rend bien compte que beaucoup de femmes accèdent progressivement à des emplois importants, à des responsabilités. Est-ce que, selon vous, il y a un choix à faire où il faut continuer encore et encore à se battre pour que les deux notions ne soient pas incompatibles? Première question. Et deuxième question, j'ai posé la question tout à l'heure en introduction, notamment à Latifa Aïdbala. Êtes-vous plutôt pour l'égalité ou pour la parité? Et si tel est le cas, quelles sont les recettes ou les incitants qui peuvent être proposés pour y parvenir? Je commencerai par la deuxième question. D'accord. Égalité, oui. Parité, oui. Mais l'horizon 2030 ou 2050 me paraît très éloigné. Parce qu'il y a eu tellement de combats qui ont été menés. Et au regard de tous ces combats-là, je pense que, voilà, il faut donner... Je n'aime pas trop le terme « donner la place aux femmes ». Personne ne donne la place à personne. Une place, ça mais souvent, ce sont les femmes qui revendiquent cette place. Hein. Les hommes ne sont pas là pour vous dire on va vous accorder, etc. Mais c'est vous qui demandez une place que vous avez déjà, que vous occupez déjà. C'est ça le problème. Le fait que les femmes demandent la place, une place qui doit leur être acquise. Par exemple, à diplôme égal, je ne vois pas pourquoi, salaire égal. Pourquoi la femme gagnerait moins. Poste égal. Donc voilà, ça c'est mon avis. Sur le problème social, moi je donnerai toujours l'exemple du Sénégal. Des hommes, des femmes se sont battus au Sénégal pour qu'il y ait un code de la famille. Et dans ce code de la famille, la femme est très protégée. Elle est hyper protégée. Mais le problème, c'est toutes ces traditions, les coutumes qui viennent entraver ce parcours des femmes. Et les femmes, comme elle l'a dit tout à l'heure pour le camp des ratons, vont plutôt aller du côté de la tradition qui a tendance à les fragiliser. Donc c'est la pression sociale en fait tout à fait. Je ne dis pas que toutes les traditions sont mauvaises, mais les traditions, elles sont importantes quand ça sert des solidarités éventuelles, quand c'est dans le domaine de l'art, de la musique, du théâtre. Mais je ne pense pas qu'on puisse demander aux femmes d'avoir l'âge des grands-mères et que les hommes aient l'âge des fils. Ça devient une société déséquilibrée. Alors, il y a un point sur lequel j'aimerais vraiment insister. Chaque année, on l'a dit, cette journée est célébrée de par le monde, mais on voit dans les médias, notamment occidentaux, la manière dont c'est célébré. Et l'impression que j'ai, à titre personnel, c'est une sorte de tentative d'exporter le combat féminin, ou de la femme en tout cas, d'Occident vers les pays du Sud, en disant, voyez comment est-ce qu'on se bat, voyez comment vous pouvez aussi le faire. Est-ce que ça vous paraît sensé, ou est-ce qu'au contraire c'est un combat qui nécessite une prise en compte des spécificités et des réalités locales? Je pense que ce transfert, du nord au sud n'est pas dénué de sens, dans la mesure où, en termes de droit, ce n'est pas nouveau. Déjà, par rapport au fait d'avoir des pays africains qui ratifient certaines conventions, c'est aussi une exportation de ce qui se passe en Occident vers l'Afrique. Ce n'est pas mauvais, au contraire, c'est de savoir prendre, bien sûr, ce qui est nécessaire pour l'évolution de nos pays, mais bien sûr de l'adapter à nos cultures. Ici, je pense que j'ai envie de parler de choix. Quand on parle de l'égalité des femmes, c'est de se dire, je sais qu'il y a des textes de loi qui sont là, je sais que j'ai le choix, je décide de suivre la culture, je décide d'être soumise, je décide de porter le voile, je décide de ne pas hériter, je décide, mais savoir que j'ai ce droit. Je pense qu'ici, c'est d'avoir des textes clairs et nets et de se dire, c'est pour cela que le 8 mars, c'est la journée des droits de la femme. Je pense que c'est important de parler de cela. Parce qu'en tant que personne, je pense que chaque être humain, là où il est... Mais quels sont ces droits? Quelques-uns, pour ceux qui nous suivent. Quelques droits reconnus aux femmes, ou en tout cas qu'elles pourraient exercer librement. Je pense que c'est l'éducation. Dans certains pays, les filles n'ont pas le droit d'aller, surtout dans des pays, certains pays, on va dire, réactionnaires. Oui. Les talibans, par exemple. Oui, c'est pas très friand d'éducation pour les femmes. Absolument. Oui, Boko Haram, ce mouvement qui est né, soi-disant, pour... tout ça explique une certaine façon d'empêcher aux femmes d'exercer certains de leurs droits. Je pense qu'il y a des droits qui sont là, mais qui ne sont pas... mais il y a aussi des droits inaliénables, qui sont non négociables. Qui sont non négociables, tout à fait. Mais il y a des droits qui sont là, mais justement, dans nos sociétés africaines toujours,
où les femmes ne sont pas au courant d'avoir ces droits-là, parce qu'on a la culture qui vient par-dessus, soi-disant, parce que ça vient de l'Occident, qui vient par-dessus pour recouvrir cela. Ah non, tu es une fille, tu dois bien tenir, tu dois être ambitieuse, mais pas trop, comme disait Chimamanda Achille. Il faut être ambitieuse, mais pas beaucoup, parce que sinon, comment tu seras vue dans notre société? Et je pense que c'est vraiment mettre en avant ces droits qui existent et d'autres. Dernièrement, on a aboli l'excision, c'était en Sierra Leone, je pense. C'est autant de choses qui doivent évoluer, autant de droits qui doivent être mis sur pied ou rappelés chaque année lorsqu'on célèbre, oui, au jour le jour, comme disait docteur. Docteur Choucha et Choko, vous voulez réagir, je pense, à ce qui vient d'être dit? Mais oui, effectivement, juste pour compléter, il y a un droit, on parle toujours de droit à l'étude et à l'éducation, mais il y a pour moi un droit fondamental, c'est le droit à l'accès aux soins de santé. Exact. Et donc, on peut éduquer une femme, mais si elle est en mauvaise santé, elle n'est pas en bonne santé, tous les autres droits, je pense, en mon sens, c'est pas parce que je suis médecin, mais on n'avait pas remarqué, hein, j'avais pas fait de rapprochement, mais allez-y. Mais c'est un droit qui très important. Donc, au fait, on n'exporte pas forcément le combat des femmes d'Europe vers l'Afrique. Il y a des droits universel. Exactement. Que l'on soit en Europe, que l'on soit en Asie, que l'on soit en Afrique, c'est universel. Le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit à la sécurité, le droit de disposer de son corps. Ce sont des droits universels. On ne peut pas y négocier. Par conséquent, c'est vrai que les femmes européennes ont peut-être mené leur combat différemment, mais elles y sont arrivées. Et nous, en Afrique, nous avons encore beaucoup à faire. Et les avancées sont très timides. On parle de ça et là, que maintenant, la femme a droit, peut hériter, les femmes peuvent aller étudier, etc. Ce sont des avancées, mais c'est timide. Timide. Et l'Afrique ne se développera que quand on aura des avancées, des réelles avancées. Et pour cela, il faut un cadre juridique. Et on doit d'abord se battre pour avoir un cadre juridique. Bien sûr, la culture va essayer de colmater, d'étouffer ce cadre juridique, mais on espère que, en 2020, non pas 2030, qu'on y arrivera sûrement, et par conséquent, on pourra avoir une égalité 50-50. Latifa Iqbala. Oui, moi je rebondirais un petit peu ce que surdit. Excuse-moi. Choco, docteur. Madame Choko, pour dire tout simplement. Ce que les femmes demandent, c'est tout simplement d'être considérées comme un être humain à part entière. Un être humain. Pas le cas. Non, justement pas. Pas dans tous les pays, mais enfin, c'est le cas bien globalement. Évidemment. Non, mais naturellement, il y a certains pays, disons en Occident, on parle que la femme, effectivement, l'égale de l'homme. C'est ce qu'on dit, c'est ce qui est inscrit dans les textes, dans les constitutions, dans la Convention européenne des droits de l'homme, etc. Dans la pratique, c'est tout à fait autre chose. Mais ce que je veux dire là, c'est que, comme vous disiez tout à l'heure, les droits sont universels, les libertés fondamentales le sont aussi, et c'est autour de ça. Donc ce n'est pas de parler juste du droit à la santé, du droit... Non, c'est la liberté de conscience, c'est pouvoir disposer de son corps. Enfin, ce sont tous ces droits mais en même temps, fondamentaux. On voit très bien dans les faits que dans certains pays, il y a des femmes qui renoncent à ce type de droits. Il y a des exemples, hein, on pourrait les citer. Alors, j'ai le sentiment la pression, que renoncer à ces droits par toute une série de femmes, fondamentalement, ce n'est pas renoncer parce que c'est vraiment un choix, c'est renoncer parce que c'est imposé. On vit dans des sociétés qui sont profondément patriarcales, que ce soit en Occident ou bien dans les pays d'Afrique. Je ne crois pas qu'il y ait ici de sociétés complètement égalitaires ou matriarcales. Donc ça, c'est clair, le système, il est imposé d'abord par des hommes, et ce qu'il faut, c'est que nous ayons davantage de femmes qui soient engagées politiquement. Parce que je crois que lorsqu'une femme est engagée politiquement... C'est le cas quand même, on a évoqué, on a donné des chiffres tout à l'heure. Mais oui, mais pas suffisamment. 40% pour un pays, 50% effectivement pour le Rwanda. Mais voilà, ce sont des exemples à suivre, et c'est par ce biais-là aussi que les femmes vont apporter dans le débat politique des problématiques qui les concernent directement. Est-ce que la femme fait peur? Je pose la question brutalement. Est-ce que vous faites peur? Je ne sais pas si les femmes font peur, mais en tout cas, elles sont un ancrage identitaire sur lequel les hommes surfent. Et ça, c'est terrible parce que elles sont vraiment... Tout ce qui est positif, ce sont les hommes, et tout ce qui est négatif, ce sont les femmes. À un moment donné, il faut quand même se dire, ben non, cette société ne peut fonctionner que si on tend vers l'égalité, vers la parité. Et on le constate. Ici, en Occident, là où il y a le plus de droits pour les femmes, on constate que les pays sont plus développés, que les femmes, évidemment, se sentent beaucoup mieux dans leur tête, dans leur corps. Et ça, c'est important parce qu'il faut trouver des équilibres entre la tête et le corps, entre le fait de pouvoir... Non, mais la vie de famille et la vie professionnelle. Et tout ça, on le remarque
bon, en tout cas, on remarque cet équilibre beaucoup plus en Occident que dans les pays d'Afrique. Mais Moi, je parle en particulier du Maghreb, Oui. où et on y tend, mais il y a encore un travail énorme à faire. Je prends l'exemple des quotas, par exemple. Je sais que c'est un mot qui Oui. fait bondir. Mais il y a des femmes qui refusent Oui. le quota en disant Oui. que nous sommes comme une espèce protégée et que nous Oui. devons donc faire la démonstration que nous sommes capables Oui. d'effectuer les mêmes tâches, ou en tout cas d'avoir les mêmes compétences que les hommes. Oui. Votre ressenti par rapport à cette notion, et puis est-ce qu'il n'y a pas finalement un peu d'hypocrisie là-dedans, finalement, quand on y réfléchit? Bon, il y a une question qui m'a interpellée tout à l'heure. Oui, sur allez-y. le féminisme, je reviens un peu et puis rebondir D'accord. sur votre question. Sur le féminisme en Afrique. Franchement, je ne sais pas que je sois une positive béate comme ça, mais il y a comme disait l'écrivaine qui a écrit Americana, elle dit le féminisme, je l'appréhende quand je vais dans les marchés et quand je vois les femmes dans des structures beaucoup moins organisées. Et je pense que, en tout cas en Afrique, moi, de ce que j'en ai vu, bon, l'Afrique c'est vaste, hein, je l'ai dit, mais quand tu vas dans les marchés, tu vois cette petite économie, cette économie parallèle, parce que les pays africains sont structurés dans deux économies, bien sûr, formelles et informelles, tout à fait, bien sûr. Donc, cette économie informelle est portée par les femmes. Donc je pense que ce sont des femmes qui n'ont pas besoin qu'on leur apporte une forme de féminisme. Elles sont déjà dans le combat féministe. Oui. Parce que le combat féministe, au-delà des idées, et ça je pense aussi c'est une question qui nous interpelle. Donc ce que vous dites en fait, c'est que la revendication peut être contre-productive en fait. C'est ce que je crois comprendre de ce que vous non, dites. non, je pense qu'il faut mener les choses de front. Mais ce qu'on a aussi, et ça nous interpelle nous en tant que présidente d'association, c'est que comment aussi, au-delà des idées qu'on peut promouvoir, essayer d'aller vers les femmes qui peut-être n'ont pas ces compétences-là, mais qui produisent énormément de choses que les femmes des associations doivent capitaliser. Alors c'est intéressant ce que vous dites parce que ça me permet de rebondir et je vous laisserai réagir, Christiane Azillo. On a l'impression que le terme émancipation est plutôt réservé à l'hémisphère nord et que le terme autonomisation est réservé à l'hémisphère sud. Oui. Votre avis là-dessus? Je vous laisse réagir, Christiane Azillo. Je pense qu'il y a cette différence de terme dans le sens où on parle d'émancipation parce qu'on est déjà au courant des droits qu'on a. On veut s'émanciper parce que, ah oui, j'ai droit à ça, donc je vais essayer de revendiquer ce droit-là. Alors, on parle d'autonomisation parce que pour avoir les moyens de s'émanciper, il faut pouvoir être autonome, financièrement, intellectuellement, dans plusieurs secteurs. Et je pense, de mon point de vue, d'où cette différence de comment dire, de sémantique en fait. Hein, oui, c'est une question de tout à fait. sémantique. Et pour rebondir à ce que mes consoeurs viennent de dire, c'est que on a tendance, lorsqu'on revendique nos droits en tant que femmes, d'aller vers les hommes. Oui, on a ces associations de femmes, on sait ce à quoi on a droit. Alors vous les hommes, écoutez, on a droit à ci, ça. Et on oublie d'aller vers ces femmes. Justement, ces femmes qui sont là, qui, malgré ce qui est écrit, ce qui n'est pas écrit, formel ou d'informel, elles travaillent quand même, elles sont dans ces marchés, elles essaient de survivre dans leur cercle, aussi petit soit-il. Et c'est aller vers ces femmes, leur dire, ce que vous faites là, ben, c'est ça qu'on veut. Allez de l'avant. Faites-vous connaître pour qu'il y ait d'autres femmes dans vos villages, dans vos cercles. Sachent qu'elles ont le droit, elles peuvent le faire. Mais j'abonde tout à fait dans le sens de Christiane. Effectivement, c'est un problème de sémantique. En Occident, on a beaucoup d'avancées par rapport aux droits de la femme, même si on n'a pas encore atteint le plein égalité 50-50. On veut s'émanciper, oui, s'émanciper par rapport à je n'ose pas dire des choses qui ne sont pas très importantes. C'est très important parce que la paupérisation existe également en Occident, en Afrique. En Afrique, on parle plutôt de pauvreté parce qu'elle est beaucoup plus criarde. En Belgique, en France, en Angleterre, on parle plutôt de paupérisation féminine. Donc, les femmes veulent s'émanciper par rapport à des situations. Mais chez nous, en Afrique, l'autonomisation est quelque chose de très important parce qu'il faut être autonome
comme elle l'a dit, pour pouvoir aller faire ses courses, pour pouvoir ouvrir un compte, pour pouvoir... Il ne faut plus être sous la tutelle d'un homme. C'est ça le problème. Au Congo, encore jusqu'à pas très longtemps, pour pouvoir quitter le pays, pour pouvoir avoir un visa, il fallait l'autorisation maritale. Pour ouvrir un compte, il y a 2-3 ans... Pourtant, les Congolaises votent depuis bien avant les Suisses. Bien avant. Pour ouvrir un compte, il faut l'accord du mari. Donc, il vaut mieux ne pas se marier quelque part. Ah, oui, mais Latifa Aïd Bala. Oui, je crois que j'abonderai aussi. Je partage entièrement ce qui a été dit préalablement. Je crois que sans autonomie, et l'autonomie qui est d'abord une autonomie économique, je crois que c'est vraiment important. Ce n'est que par ce passage-là, qui est un passage obligé, que les femmes peuvent effectivement accéder à d'autres droits. Sans cela, évidemment, c'est extrêmement difficile. Je vais ajouter un élément par rapport à la question des quotas. Parce que je suis aussi assez mitigée, parce que les quotas, oui, mais on n'a pas le choix, j'ai envie de dire. On passe par les quotas parce qu'il n'y a pas cette culture de l'égalité. C'est de la discrimination positive. C'est de la discrimination positive, mais c'est parce qu'il n'y a pas cette culture de l'égalité. S'il y avait cette culture de l'égalité, on n'aurait pas besoin de passer par là. Et donc, quelque part, bon, voilà, c'est un choix politique. Et d'un autre côté, je comprends aussi celles qui disent, oui, mais si on doit absolument passer par le principe des quotas, ça veut dire aussi qu'on choisit... tout le monde et n'importe... Voilà, il n'y a pas de critères objectifs en termes qualitatifs, etc. On ne le fait pas non plus pour les hommes. Donc pourquoi devrions-nous le faire aussi pour les femmes ? Mais en même temps, je suis tenté de vous renvoyer l'argument suivant, c'est qu'on a quand même l'impression que le baromètre qui permet de se convaincre que la femme est effectivement prise en considération, notamment au niveau décisionnel, etc., c'est ça qui permet de dire que finalement, vous voyez que les droits des femmes sont respectés, etc. Alors, on a un outil qui est souvent utilisé dans les pays en voie de développement, c'est la fameuse résolution 1325, dont on nous parle assez souvent. Et puis, souvent, on nous dit, non, regardez la parité, ça prouve quand même que la femme est intégrée, etc. Alors, l'agenda de High Compassion Ubuntu. Oui. Alors, High Compassion Ubuntu, nous nous lions au problème qui se passe au Burundi en ce moment, où il y a de plus en plus de femmes victimes de violences sexuelles. Alors, le 17 avril, il y a une marche organisée à Anvers, soit 5 km ou 10 km pour les plus courageux. Et nous vous invitons tous, car High Compassion se joint à ce marathon pour courir pour les femmes victimes des violences sexuelles. Également les 20 km de Bruxelles, le 29 mai de cette année, qui aura aussi le même thème. Je pense qu'on ne peut jamais assez courir si le terme vous parle. C'est vraiment courir pour ces femmes qui sont obligées de subir ces violences de guerre. Merci infiniment. Merci à vous. Docteur Choucha Echoko, je vais vous laisser l'opportunité de dire votre mot de la fin. Mon mot de la fin est celui-ci. J'aimerais qu'aujourd'hui, qu'on ait une pensée pour les femmes migrantes qui sont victimes des violences, parce qu'elles sont femmes, et qui sont victimes de viols, qui sont victimes d'attouchements, que ce soit par les passeurs, que ce soit par les gardiens qui sont censés dans les camps, etc. Et j'aimerais qu'on ait vraiment une pensée pour elles parce qu'elles ont tout abandonné pour aller vers un monde meilleur. Et sur ce chemin de souffrance, elles ont des compagnons de fortune, des hommes qui n'ont pas une souffrance, je veux dire, physique comme elles ont. Et donc j'aimerais vraiment qu'en ce jour du 8 mars, qu'on ait vraiment une pensée pour ces femmes migrantes. Merci infiniment, docteur Choucha Echoko. Je rappelle que vous êtes gastro-entérologue et présidente honoraire de l'Union des femmes africaines. Latifa Aïd Bala. Oui, alors moi, ce que je voudrais dire, c'est que nous avons la chance d'avoir une double culture, puisque madame parlait de femmes migrantes, en réalité, je pense que vous parlez des femmes réfugiées. Voilà. Et je crois que cette chance que nous avons d'être de double culture, c'est de pouvoir justement la mettre à profit aussi de nos, je dirais, compatriotes qui sont de l'autre côté de la rive de la Méditerranée. Et parfois, je constate qu'en Occident, il y a quand même une certaine hypocrisie, et je m'explique. Une hypocrisie parce que d'abord, on n'a pas de leçons à donner aux femmes africaines ou aux migrantes ici résidentes. Quand on voit par exemple que la Légion d'honneur a été donnée par le pays des libertés, donc François Hollande a un représentant saoudien, on se dit mais finalement quel jeu est-ce qu'on joue? Il paraît qu'ils reconnaissent que la femme est un mammifère en Arabie Saoudite. Bon. J'ai lu ça quelque part. Oui, c'est une découverte scientifique oui, notable. C'est sur un site que j'ai lu aussi cette information. Et voilà, et je me dis parfois, est-ce que réellement ce combat pour les droits humains, parce que les droits de la femme sont des droits humains, est-ce que réellement ce combat, on a envie de le porter? Voilà, et donc je voudrais annoncer
2 événements, si je peux me permettre, Allez-y, puisque nous clôturons l'événement. Donc, dans le cadre de l'ILFAC, nous organisons le 24 mars prochain une conférence dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre les discriminations. Et nous avons également une conférence au Parlement européen le 5 avril autour de la problématique des ressources naturelles au Sahara occidental. On sait combien la question des ressources naturelles présente un conflit. Et donc là, nous allons parler justement d'un de ces conflits. Et donc, pour toute information, on peut envoyer un mail à info@ilfac.be ou bien téléphoner au 02 535 31. Merci infiniment, Latifa Aïbala. Je rappelle que vous êtes vice-présidente MR International, présidente de l'Institut libéral de formation et d'animation culturelle Awa Sensar. Café littéraire, c'est pour bientôt, je pense. Café littéraire, mais avant café littéraire, s'indigner sur ce monde qui va mal. Le monde va vraiment très très mal. Et quand le monde va mal, c'est vrai que les femmes ne vont pas bien. Et nous organisons un café littéraire le 25 mars sous la thématique de l'immigration, parce qu'il y a une femme magnifique qui a écrit un texte, Mamou, mère et épouse d'émigrés. Donc nous sommes aussi dans l'actualité et nous vous invitons tous et toutes à venir discuter autour de ce sujet important avec une femme très intéressante, Madame Cissé. Merci infiniment. C'était Laisser parler les gens. C'est sur Radio Mboté, la voix de la diaspora africaine, ici et nulle part ailleurs. J'ai eu le grand plaisir et le privilège d'accueillir ces 4 femmes de cœur et d'engagement qui nous ont fait l'honneur de partager leurs impressions à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme. Et quant à moi, eh bien, je vous retrouve très prochainement sur Radio Mboté, la voix de la diaspora africaine. Yo! Yeah man, special combination.